Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour ou bonsoir. Je ne sais à quelle heure vous allez écouter ce vidéo qui vise à vous présenter la matière des cours numéro 12 et numéro 13. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur mon site électronique. Et comme je vous l'ai indiqué, je souhaitais que le cours se poursuive de cette façon, de façon un peu virtuelle, pour que je puisse vous parler de l'avenir du droit international, de ses sujets, de ses sources, mais aussi en faisant une courte conclusion pour vous donner quelques perspectives s'agissant des autres cours que vous pourriez suivre en droit international si vous en avez le goût, des cours ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal ou ailleurs dans le monde, et vous parler un peu des carrières que vous pourriez envisager si vous voulez devenir des internationalistes et appliquer les notions de droit international dans la vraie vie et dans la vie de la communauté internationale et de notre humanité. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par l'avenir du droit international, de ses sujets, de ses sources. Nous avons commencé en parlant de l'histoire du droit international, de ses sujets et de ses sources, et je pensais que ce serait une bonne idée de boucler la boucle en parlant de l'avenir. Bien sûr que l'avenir doit s'inscrire dans cette histoire du droit international dont je vous ai parlé, cette histoire moderne qui commençait avec les traités de Westphalie en 1648, qui a vu l'État devenir le sujet primaire, mais naître aussi d'autres sujets de droit international, dits dérivés, les organisations internationales, les personnes, les collectivités. Justement, c'est de l'avenir de ces sujets de droit international dont je vous parlerai au début de ce cours. Et je poursuivrai en vous parlant de l'avenir des sources, parce que le droit international, comme vous le savez maintenant, est un droit international qui est construit essentiellement par des traités internationaux, mais qui l'a été d'abord par des règles nées de coutumes, de pratiques des États, d'un droit national qui se fonde aujourd'hui aussi beaucoup sur des décisions d'organisations internationales comme celle du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui connaît un certain nombre d'autres sources et de moyens de détermination. Et je voudrais vous parler de l'avenir de ces sources du droit international également. D'abord, les sujets de droit international. Je vous dirai, pour présenter le plan de cette première partie de ce cours, de l'avenir de ces sujets, que cet avenir se traduit surtout par la persévérance des sujets actuels du droit international, mais aussi, peut-être, c'est un souhait sans doute qu'exprime le professeur de droit national que je suis, l'idée que pourrait émerger, qui sait, ont déjà émergé d'autres sujets plus collectifs du droit national que sont la communauté internationale de l'humanité. Alors parlons d'abord de la persévérance des sujets actuels du droit international, de la pérennité des États et des organisations internationales, mais aussi du renforcement du statut des personnes et des collectivités. Alors, s'agissant de la pérennité des États et des organisations internationales, parlons d'abord des États. J'ai dit, répété à plusieurs reprises pendant le cours que l'État était le sujet primaire du droit international. Je l'ai répété pour vous dire jusqu'à quel point l'État compte et compte encore pour beaucoup dans la vie internationale, alors qu'il y a des personnes qui vous diront qu'il est dépassé. Il y a certains, comme Marx, voulait que l'État soit effectivement dépassé et qu'il disparaisse. Mais la réalité dans la vie internationale, c'est que c'est l'État encore autour duquel gravite la vie de la communauté internationale. C'est l'État qui agit, c'est l'État qui, à l'intérieur de ses frontières, régit la vie de ses citoyens, des personnes qui y évoluent.
c'est l'État qui a des relations avec d'autres États au plan diplomatique, au plan consulaire. C'est l'État qui respecte ou non les règles du droit international qu'il a créées, engendré lui-même. C'est l'État qui se présente dans les grandes réunions internationales, y compris celles des organisations internationales qu'il a créées lui-même. Et je crois donc qu'on va continuer d'assister au règne de l'État. C'est d'autant plus vrai que vous savez que le nombre d'États a augmenté de façon considérable. Je rappelle toujours qu'au moment où l'Assemblée générale des Nations unies votait la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, il y avait 56 États qui existaient, alors qu'aujourd'hui, 192 États sont membres des Nations unies. Donc c'est une augmentation considérable, significative. Et vous savez, depuis la dissolution de l'Union soviétique et de la Yougoslavie, d'autres États sont nés, d'autres États sont appelés à naître. Je pense notamment à la Palestine. Qui sait, dans quelques mois, le Soudan du Sud pourrait devenir un État parce qu'il y aura un référendum d'autodétermination le 9 janvier 2011. Je vous invite à surveiller ça de près, surveiller l'éventuelle naissance d'un 193e État. Certains prétendent que ce 193e État souverain indépendant existe déjà, puisque le Kosovo a déclaré son indépendance et reconnu par près de 70 États. D'autres laissent entendre qu'il ne l'est pas encore tout à fait. Mais des États naîtront encore et endiguer le mouvement visant à ce qu'une nation se dote d'un État, c'est de toute évidence pas quelque chose qui a eu lieu et qui aura lieu à court terme, parce qu'il y a d'autres revendications, vous le savez comme moi, la Catalogne, l'Écosse, au Québec, vous savez qu'il y a des gens qui souhaitent que le Québec devienne un État souverain indépendant. Certains réussiront, certains ne le deviendront jamais, mais voilà que l'État continue d'être important dans la vie internationale, continue d'être le sujet qui engendre le droit par les traités qu'il conclut, par la pratique qui est à l'origine de règles coutumières, qui, par ses lois, sa pratique interne, fait engendrer parfois aussi des principes généraux de droit et qui contribue à l'adoption par les organisations nationales de décisions à caractère obligatoire. Alors, c'est quelque chose à surveiller dans l'avenir, c'est de voir jusqu'à quel point l'État continue d'avoir une place prééminente. Il est sûr que l'État, maintenant, se lie avec d'autres États pour créer des unions. L'Union européenne est l'exemple d'une organisation internationale dont on dit qu'elle est sui generis parce que tant de compétences sont conférées aux instances de l'Union européenne que les États, certains disent perdre un peu de souveraineté, d'autres disent qu'ils exercent en commun des compétences avec une organisation d'intégration comme l'Union européenne. Et sans doute l'avenir réside-t-elle dans la création d'unions supranationales pour que, ensemble, les États fassent des choses, décident ensemble de questions qui devraient être décidées collectivement au niveau régional et parfois au niveau continental et au niveau international et mondial. Et on a constaté l'importance de créer de nouveaux sujets de droit international lorsqu'on a institué des organisations internationales. Et puis, comme vous le savez, les premières organisations internationales sont nées à la fin du 19e siècle. Elles se sont multipliées et aujourd'hui, il y a un grand nombre d'institutions internationales, des organisations créées par traité, qui ont une vocation permanente, qui adoptent des résolutions qui sont tantôt des recommandations, parfois des décisions, comme vous le savez, et on y reviendra. Et les organisations internationales, aujourd'hui, jouent un rôle clé dans la communauté internationale ou dans l'humanité.
On pense surtout à l'Organisation des Nations Unies, à son Conseil de sécurité. Mais vous savez qu'il y a toute une famille des Nations Unies avec des institutions spécialisées comme l'UNESCO, comme l'Organisation internationale du travail. Il y a des organisations qui gardent un peu leur distance des Nations Unies, comme l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Mais il y a des organisations au niveau régional, comme l'Organisation des États américains, à laquelle le Canada est partie, dont il est membre, des organisations européennes comme le Conseil de l'Europe, des organisations sur le continent africain, l'Union africaine, l'ANA, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est sur le continent asiatique. Alors, des organisations qui ont atteint une vitesse de croisière, qui n'ont pas encore réussi à obtenir des États qu'ils consentent à des délégations de compétences importantes qui donneraient même aux organisations le pouvoir de décider d'un certain nombre de choses. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre d'organisations qui ont un pouvoir de décision. Vous connaissez le cadre des Nations Unies qui peut décider d'un certain nombre de questions sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité internationale en vertu de son chapitre 7. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé qui a adopté un règlement sanitaire international qui a un caractère obligatoire. Vous savez aussi que l'Organisation de l'aviation civile ancienne qui est ici à Montréal a adopté des règles de l'air qui sont à caractère obligatoire. Est-ce que cette tendance va s'accentuer? J'aurais tendance à vous dire que probablement que les organisations vont s'approprier de pouvoirs de plus en plus nombreux, mais ils ne le feront que si les États sont d'accord et consentent à ce que des organisations deviennent des sujets de droit international détenant des attributions, des compétences d'attribution plus importantes qu'ils ne l'ont maintenant. Mais la vie internationale aujourd'hui est ponctuée d'actions, d'actes venant d'organisations internationales à tous les niveaux. Et je crois que la pérennité des organisations internationales est assurée. Il y en a qui veulent en créer d'autres. Par exemple, on plaide pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement qui n'existe pas. Il existe aux Nations Unies un programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, mais certains disent qu'il est temps pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto et tant d'autres grandes conventions en matière d'environnement, la Convention sur la biodiversité, les conventions qui visent à protéger l'environnement. Certains pensent qu'il faudrait une nouvelle organisation internationale qui deviendrait aussi partie de la famille des Nations Unies. En tout cas, moi, je suis d'accord et les chefs d'État et de gouvernement ont déjà plaidé pour la création d'une telle organisation. Je crois que la communauté internationale et l'humanité est mûre pour la création d'une telle organisation.